Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le débrief, votre espace d'analyse où nous décryptons pour vous les déclarations qui façonnent l'actualité politique, diplomatique ou encore sécuritaire au Maroc comme dans le monde. Cette semaine, les prises de parole ont été particulièrement fortes. On notera d'abord les tensions institutionnelles au Parlement marocain, inquiétude d'une famille française après la détention prolongée en Algérie de leurs proches et mise en garde de Nasser Bourita face à l'enracinement du terrorisme en Afrique. Il y a aussi ces déclarations musclées, pour ne pas changer, de Donald Trump sur la lutte contre le narcotrafic et ce positionnement géopolitique affirmé de Pékin. Il y a aussi cette semaine, enfin, la tentative de relance diplomatique entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. Autant de verbatims qui disent quelque chose du moment que nous vivons, à savoir un monde fragmenté, polarisé, où chaque mot porte désormais un enjeu stratégique. Et pour analyser tout cela, j'accueille sur le plateau ce soir un professeur d'histoire et de sciences politiques, professeur Boutella Ben Salem. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Avec nous également mon confrère, rédacteur en chef économie chez L'Opinion. Il est également éditorialiste. Soufiane Chahid, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous accueillir et toujours un plaisir renouvelé d'avoir avec moi en plateau, avec sa perspective très spéciale sur tout ce qui est attrait à la géopolitique, mais aussi à la politique interne. Je nomme Hafed Bottal. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci Bonsoir. à vous. Fait toujours un plaisir de vous accueillir. Nous allons commencer par cette conférence africaine sur les victimes du terrorisme en Afrique, ce qui s'est tenu donc cette semaine à Rabat. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a déclaré donc en marge de cette conférence qui est à sa première édition, je cite Nasser Bourita, « Le terrorisme n'est pas un simple événement passager, mais une déchirure du tissu social ». Cette déclaration donc a été faite lors de cette conférence africaine sur les victimes du terrorisme qui s'est donc tenue à Rabat. Fait intéressant parce que, il faut le soulever, c'est que les victimes du terrorisme ont pris la parole pour partager leur calvaire avec le terrorisme, notamment dans les pays frères du Sahel. D'abord, un mot sur la doctrine africaine de lutte antiterroriste du Maroc. Hafed Bottal. Eh bien, il faut rappeler déjà un chiffre important, c'est 150 000, ça a été rappelé dans la conférence, 150 000 victimes du terrorisme en Afrique, et le terrorisme continue de faire des victimes, on le sait avec cette situation pré-insurrectionnelle au Sahel, aujourd'hui au Mali, même pas dans les faubourgs de Bamako. Et l'Afrique est un continent qui subit le continent qui subit le plus le terrorisme. Souvent, les médias vont présenter la perspective occidentale, où on va avoir l'impression que les terroristes s'en prennent d'abord aux Occidentaux. C'est faux. Les premières cibles du terrorisme islamiste, c'était les populations musulmanes. Et les premières cibles du terrorisme en Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Et donc, le Maroc a une doctrine préventive, grâce à l'ossature sécuritaire de laquelle il s'est doté, la coordination entre les services, on le sait que ça c'est très spécifique au Maroc, où on a pu vraiment, avec une meilleure coordination entre les différents services sécuritaires, faire face au péril terroriste, ce qui fait que notre pays est un havre de paix. Et dans la région du Sahel, rappelons-le que le territoire le plus pacifié, c'est le territoire du Sahara marocain, face à un Sahel qui est véritablement souvent un nid de nébuleuses terroristes, avec le JNIM, Al-Qaïda au Maghreb, le Daesh, et ainsi de suite. Les rébellions ethniques, notamment chez les Touaregs, les Toubous en Libye. Le Sahara marocain, lui, fait figure de havre de paix grâce donc à cette doctrine préventive marocaine. Alors, le Maroc, à travers, bien sûr, cette conférence appelle aussi à la mobilisation générale pour placer, comme je le disais, les victimes au cœur de l'action antiterroriste. Pourquoi replacer la victime au centre peut transformer, professeur Ben Salem, l'efficacité des politiques de prévention contre le terrorisme?
C'est une perception très pertinente parce qu'en principe, quand on parle de terrorisme, on parle de questions sécuritaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font les États? Quel est le modus operandi des terroristes? Il faut savoir aussi que le terrorisme, c'est vraiment un concept extrêmement complexe à définir. Il n'y a pas de définition de droit du terrorisme. L'ONU, sous Kofi Annan, ils avaient essayé d'avoir une définition pour pouvoir faciliter la collaboration entre les États. Ça n'a pas marché parce que terroriste pour quelqu'un, c'est combattant de la liberté pour un autre. C'est vraiment un concept qui est assez difficile à définir. Mais là, on est vraiment en train d'écouter les victimes parce que ce sont eux les premières victimes du terrorisme. Et généralement, le terrorisme, c'est quoi? Ce sont des actions extrêmement brutales et qu'on rend visible pour faire semer la peur. Et donc là, c'est une autre perspective. On est en train d'expliquer les choses, on est en train de voir que ces actions-là sont extrêmement nocives, qu'il faut les combattre, et on est en train de donner aux victimes la parole pour qu'ils expliquent aux gens ce qui se passe vraiment, pour renforcer aussi la coopération sécuritaire. Parce que, comme l'a bien dit mon collègue, le Sahel est vraiment un nid très foisonnant pour les groupes terroristes. Si c'est un nid, c'est bien pour une raison. C'est aussi l'affaiblissement des économies locales. Le désespoir, vous parliez tout à l'heure de la peur, c'est aussi le désespoir et aussi la déchirure du tissu social dans ces régions. Effectivement, parce qu'il laisse des traces absolument terribles sur les populations. Le terrorisme n'a ni foi ni loi, comme on dit, c'est extrêmement brutal et il faut qu'il fasse semer la peur. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Et l'Afrique en souffre énormément. Ça affecte même la stabilité des États. Et surtout quand vous avez des États en faillite, quand vous avez un problème au niveau de la gouvernance et de l'État, eh bien, le terrorisme prend le dessus. Et c'est les citoyens qui sont les premières victimes. C'est intéressant parce que c'est un peu un cercle vertueux, ou si ce n'est un cercle vicieux, parce que c'est l'affaiblissement des économies qui mène vers le terrorisme, et le terrorisme accentue l'affaiblissement des économies. Par exemple, il y a 15 000 écoles au Burkina Faso qui sont fermées depuis l'insurrection. Depuis l'insurrection, depuis des années. Dans certaines régions, depuis des années. Depuis cette insurrection du JNIM et des nébuleuses terroristes. 15 000 écoles, vous faites un calcul simple, ça fait des millions de Burkinabés qui n'ont plus d'horizon puisqu'ils sont privés d'éducation par cette nébuleuse terroriste. Et c'est le narratif extrémiste qui prend le dessus. Voilà. Parce que s'ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas d'éducation. C'est aussi un terreau fertile pour tout simplement engranger davantage de terroristes, de jeunes terroristes. C'est le recrutement depuis le plus jeune âge. Et c'est transnational. Ils ne reconnaissent pas les frontières, ils passent facilement d'un État à un autre. Soufiane Chahid, on parle aujourd'hui d'une nouvelle initiative marocaine, c'est l'initiative Atlantique. Comment capitaliser sur cette initiative pour stabiliser le Sahel? Comme ce qui vient d'être dit, il y a le défi sécuritaire, bien sûr, mais il y a aussi le défi économique, parce que cette initiative marocaine, elle donne bien sûr une plateforme pour que les populations qui sont victimes du terrorisme s'expriment, mais il y a aussi le fait de réfléchir à un mécanisme de compensation pour ces populations. Exact. Parce que ces populations, elles vont perdre leur maison. Les terroristes, comme vous savez, ils font des razzias pour prendre les cheptels des populations, etc. Donc, elles perdent tout. On ne peut pas rebâtir des pays sans compenser et sans donner les moyens de vivre à ces populations qui sont victimes du terrorisme. Alors, pour revenir à votre question, bien sûr, l'initiative Atlantique, c'est une initiative d'abord économique pour ouvrir les pays enclavés du Sahel au commerce international à travers le port de Dakhla et à travers le Maroc en général. Et ce n'est qu'avec le développement économique et les échanges commerciaux et l'ouverture au commerce international qu'on peut espérer stabiliser ces pays. Parce que je pense que si on offre des perspectives économiques et une croissance économique inclusive à tous ces pays, on aura des pays plus stables et qui peuvent résister à ces assauts répétés des terroristes. Et aussi, ça permettrait, est-ce que vous pensez que ça permettrait aussi de penser à une doctrine sécuritaire commune entre ces pays de l'AES, en l'occurrence?
Oui. Ou peut-être même asseoir ce qui existe déjà, mais à travers le développement économique, appuyer sur le sécuritaire. Parce que là aussi, même pour le développement économique, il faut de la sécurité. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, encore une fois. Je vais juste faire un commentaire avant de vous passer la parole. En fait, l'approche terroriste, antiterroriste du Maroc est une approche globale, c'est-à-dire qu'il y a le sécuritaire bien sûr, mais il y a l'économique et il y a surtout le religieux. Oui. C'est pour ça que le Maroc forme les imams de ces régions et de ces pays pour un islam plus tolérant. Donc c'est cette approche globale que le Maroc propose à ces pays. Très bien. Faites votre commentaire pour clore ce chapitre. Il y a une initiative lancée par le président Sisi, égyptien, avec le président Mohamed Déby du Tchad, de faire un corridor avec plusieurs milliards de dollars d'investissement à la clé pour relier le Tchad, désenclaver le Tchad. Donc ça rappelle cette initiative Maroc-Atlantique. Et le Tchad est un pays riverain de l'AES, notamment du Niger. Et donc oui, il faut désenclaver de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge, je crois, pour permettre à ce Sahel de respirer, de ne plus être comment on dit, un cul-de-sac. Voilà. Au contraire, lui donner un débouché sur les grands axes commerciaux internationaux. Ouvrir de nouveaux horizons, c'est le cas de nouveaux horizons, voilà. Alors, en parlant d'horizon, on va changer d'horizon maintenant, on va parler un peu politique. Ça chauffe au Parlement, encore une fois, cette semaine. C'est une altercation qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Notre ministre de la Justice qui répond à la remarque d'une députée, donc une passe d'armes au Parlement. C'est Abdelatif Wahbi, il reproche à cette députée donc d'adopter un ton révolutionnaire, je cite, sans maîtriser le texte juridique en débat. Alors, je cite les propos exacts du ministre de la Justice. Vous faites une déclaration du Conseil de commandement de la Révolution avant même d'avoir lu la loi. Que révèle ce verbatim sur la qualité du dialogue institutionnel entre le gouvernement et le Parlement, messieurs, madame? Je commencerai par vous, professeur Ben Salem. Franchement, ça montre que le débat politique n'est pas vraiment d'une grande qualité parce qu'on s'attaque sur des choses alors qu'il y a beaucoup de choses très importantes à faire. Il y a beaucoup de travail à faire et puis on voudrait vraiment un débat où il y a une qualité, où il y a des choses pour que les jeunes qui voient, qui veulent participer à la question politique puissent quand même trouver des modèles. Alors, il y a quand même quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il a dit que vous n'avez même pas lu la loi. Ça peut poser un problème quelquefois, parce que quelquefois, on a l'impression qu'il y a des débats autour de certaines choses et qu'effectivement, il n'y a pas une très bonne connaissance de la loi ou de ce qui se passe. On avait déjà remarqué ça dans des discussions au Parlement. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut soulever quand même. Mais la manière de parler... ces insultes qu'on échange de part et d'autre, je pense que c'est pas vraiment à leur honneur. Alors, juste pour contextualiser, rappeler à nos téléspectateurs, donc c'est cette loi 1622 sur la profession des douls, et cette députée a rappelé en fait une contestation qui n'est pas nouvelle, que ce texte, ils estiment qu'il rompt avec les conclusions du dialogue préalable, qui manque de garanties, qui remet en cause certains acquis, fragmente le rôle des adouls, etc., etc. Mais ce qui fait que ça nous remet aussi, surtout à la forme de cette déclaration d'Abdelatif Wahbi, c'est là où on peut se poser la question aussi, jusqu'où peut aller un ministre dans la critique du législatif. Parce que, oui. Abdelatif Wahbi est un tribun, donc il a le verbe facile et c'est un peu... C'est un avocat, hein, voilà. Rappelons-le. C'est vrai que souvent, on retrouve des avocats faisant la profession de politique, être des élus parlementaires, légiférer, ce qui est plutôt un bon signe, puisqu'ils étudient la loi, donc ils sont habilités à légiférer, donc à revoir la loi. Donc, bon, ça fait partie un peu de l'imagerie politique de ce théâtre qu'est le Parlement, qui est aussi une dimension théâtrale dans le Parlement. Il n'y a aucune offense à dire cela.
Après, ça dépend où on se positionne dans les différentes formes de théâtre. Est-ce qu'on est dans la tragédie? Est-ce qu'on est dans la comédie? Burlesque. Quel genre? De quel genre? C'est de quel genre? Merci, voilà. en fait. C'est de quel genre parlons-nous? Alors, ce que beaucoup les citoyens ne voient pas, c'est que souvent les députés se connaissent depuis des années. Bien sûr. Ils sont des amis, même quand ils ne s'appartiennent pas au même bord politique. Et donc, il y a un peu, effectivement, cette théâtralisation. De loin, ça paraît, ça peut choquer, mais bon, ça fait partie de l'exercice démocratique. Alors, parce que là, pour le coup, le confrère de parti de la députée, un autre député donc, du Parti Justice et Développement du PJD, Abdessamad Haïkar, a répondu au ministre que les députés posent des questions et les ministres sont tenus de répondre, pas de tenir un autre discours. Réaction donc à ce qu'il considère comme un dérapage du gouvernement, des réponses trop politiques jugées hors sujet lors de séances des questions orales. Et encore une fois, ce verbatim pointe l'éternel débat de la transparence. Le Parlement marocain souffre aujourd'hui, Soufiane Chaïd, d'un déficit de contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que le gouvernement, vu la majorité écrasante en chiffres, en nombre de la majorité, donc est-ce qu'il y a réellement un débat politique depuis cette législature, alors qu'elle touche bientôt à sa fin, moins d'un an? On sent clairement qu'il y a une absence d'opposition au Parlement. Il n'y a que le PJD, des fois, qui fait des coups d'éclat comme ça. Mais c'est vrai que... C'est bien le coup d'éclat, là. parce que là, avec Haïkar, ils sont venus aux mains. Oui. Ce n'est pas juste un accrochage oral. Donc ça, on est dans une autre dimension, parce qu'on n'est pas habitué vraiment au Parlement à ce que les gens se battent entre, notamment des ministres. Donc oui, il n'y a que le PJD qui est dans une opposition, disons, très vocale. Mais moi, j'ai l'impression que le problème du PJD avec Wahhabi, c'est un problème qui dépasse le stade politique, parce que ça fait longtemps que le PJD attaque Wahhabi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en juillet dernier, Ben Keren a demandé que Wahhabi démissionne, oui, parce qu'il y avait des soupçons sur la fiscalité, sur les déclarations fiscales du ministre. Et avant, c'était des attaques... notamment à cause de la Mdouana, de la réforme de la Mdouana, où le PJD s'est beaucoup mobilisé sur ça. Donc je pense qu'il y a un problème qui dépasse. Bien sûr, il y a la politique, il y a le théâtre, mais il y a aussi des problèmes, je pense, qui visent directement la relation entre Wahhabi et le PJD. Et les lois que Wahhabi a promues, qui ne vont pas dans le sens de la vision de la société qu'a le PJD. Oui, d'autant plus, et c'est effectivement, c'est-à-dire que cette altercation, pour l'appeler ainsi, elle vient au moment, et d'ailleurs le ministre aussi l'a rappelé, dans un contexte où plusieurs réformes sensibles sont attendues, pour ne citer que la Mdouana. Et rappelons que le ministre a déclaré qu'il ne savait pas quand exactement elle serait présentée aux députés. Et il y a aussi ce code pénal, dont on attend encore cette... dernière mouture en tout cas. Est-ce que vous pensez que ces deux sujets pourraient être soumis à vote au Parlement dans une année préélectorale? Tena Ben Salem, notamment là, les deux, Mdouana et Code pénal. C'est deux sujets extrêmement sensibles que tout le monde est en train de voir, tout le monde est en train de voir comment les choses vont se passer, tout le monde a son mot à dire sur ces réformes-là. Elles sont jugées, pour la Mdouana, il y a des questions où il y a beaucoup de controverses sur certains points. Sur le code pénal, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord, d'autres qui sont très intéressantes aussi. Mais est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer? C'est possible que ça passe, mais quand c'est des sujets sensibles, généralement, ça passe d'une manière. C'est... Déjà, la première réforme de la Mdouana, on se rappelle comment ça s'est passé, c'était très difficile. Beaucoup d'associations revendiquaient un changement depuis la période du règne du roi Hassan II, de feu roi Hassan II. On a attendu jusqu'à l'ascension du trône du roi Mohamed VI aussi, Sa Majesté le roi. Et donc, il y avait beaucoup d'opposition de la part du PJD. Je me rappelle quand ici, à Rabat, il y avait des femmes qui étaient sorties pour demander la réforme. À Casa, on avait 1 million de femmes qui étaient contre la réforme, alors que cette réforme-là, elle était nécessaire. C'est-à-dire les femmes, elles étaient considérées comme mineures juridiquement, mais c'était catastrophique. L'altercation, elle représente aussi cette polarisation de la société marocaine
vis-à-vis d'un sujet tel que la Moudouana, des sujets sociaux à caractère social. Effectivement, c'est comme s'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui veut... Il y a Wahbi qui veut la réforme. Un peu plus vers des réformes plus libérales. Libérales, voilà. Et il y a un groupe qui veut rester quand même dans une approche conservatrice. Voilà. On n'entend pas les stirlal sur ça, hein. On entend moins. Là où on devrait quand même entendre, là où la ligne de friction devrait être, c'est sur des sujets sociaux, hein, de redistribution des richesses, par exemple. Donc, comme gauche-droite, c'est plus ça, à mon avis, c'est mon analyse. Et les sujets sociaux, évidemment, sont censés améliorer la condition de vie de la plupart des Marocains. Et comme vous disiez, quand on a une loi qui réforme le statut de la femme, ne la rendant pas mineure à vie plutôt, lui donnant le même statut que l'homme, on ne peut que s'en féliciter. Mais là où vraiment, pour moi, je le redis encore une fois, la ligne de fissure devrait être sur des sujets socio-économiques, plutôt que de sujets purement liés à la société, à la famille. Alors, si on devait parler de sujets sociaux et de sujets économiques, la fonction même du Parlement, c'est aussi l'évaluation des politiques publiques et donc du gouvernement. Bien sûr. Bien sûr, mais encore. Bien sûr. Sofiane Chaïd, parce que où sont les sujets économiques? On l'a vu, le PLF, pas eu vraiment d'amendements qui ont été... il est passé presque en l'état, comme il a été proposé. Donc, on doit quand même interpeller le rôle de ce Parlement vis-à-vis aussi des politiques publiques, des décisions économiques qui concernent les contribuables, les Marocaines et les Marocains. C'est le rôle du Parlement de faire des commissions d'enquête. On se rappelle la commission d'enquête sur les distributeurs d'hydrocarbures qui a eu un très grand effet. Là, on a l'impression que c'est passé de mode, disons que le Parlement interpelle les gouvernements. C'est dommage parce que s'il n'y a pas d'opposition au Parlement, il y aura une opposition dans la rue ou bien dans les urnes. C'est ce qu'on va voir lors des prochaines élections. C'est pour ça qu'il faut aller voter. Ouais. Il faut aller voter. Voilà. Oui, et puis je voudrais juste rajouter quelque chose. L'évaluation des politiques publiques, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et au Maroc, c'est pas très développé. Et ça se voit aussi avec la réaction du gouvernement. Dès qu'on commence à poser des questions sur la politique, sur le résultat de la politique, on a quand même les ministres qui acceptent mal, qui se défendent un peu agressivement. Mais c'est quelque chose d'essentiel parce que vous avez un problème, vous désignez une politique publique, il faut l'évaluer pour voir est-ce qu'elle marche ou est-ce qu'elle ne marche pas. Est-ce qu'il faut la rectifier ou est-ce qu'il ne faut pas la rectifier? Comment renforcer cette culture, notamment de reddition des comptes, dans les pratiques ministérielles, entre autres? Il faut instaurer déjà la pratique de l'évaluation des politiques publiques, parce que souvent, quand vous faites une évaluation de la politique publique, ça finit dans le tiroir. Bon, on la voit, mais on ne fait rien pour pouvoir arranger. Donc déjà, la rendre efficace et aussi établir cette culture, c'est-à-dire après chaque politique publique, il faut l'évaluer, il faut redésigner la politique. Peut-être même après, à mi-chemin. Oui. Pour ne citer qu'un grand programme, celui du plan Maroc vert. Oui. Et dont, justement, l'audit et l'évaluation a été ouverte il y a quelques années. On vient de la ressusciter pour voir vraiment... alors qu'il y a un autre programme qui a été lancé avant même de faire cet audit. Mais c'est le rôle du Parlement, Boutaina Mansalam. C'est un rôle qui est nouveau quand même au Parlement. Il faut dire qu'avant, il n'avait pas ce rôle-là. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Bon, ils ont des commissions, ils font du bon travail. J'ai vu leur évaluation, certains rapports qui sont très bien. Mais il faut quand même que ça soit plus efficace, plus courant. Et il faut qu'après l'évaluation de politique publique, comme vous l'avez bien dit, il faut qu'il y ait la reddition des comptes. Parce que s'il n'y a pas de reddition des comptes, ça ne sera pas efficace. Faites votre commentaire. Oui, je m'aligne totalement avec ce que vient de dire le professeur. Sur la reddition des comptes, sur l'action gouvernementale, c'est nécessaire pour la bonne santé démocratique des institutions. Alors, on va ouvrir à présent le chapitre international. Rappel des faits, Christophe Glaise est détenu depuis quelques mois en Algérie. Sa famille dénonce un manque de transparence des autorités algériennes et une gestion diplomatique confuse du dossier. Le frère du journaliste français détenu, Maxime Glaise, a déclaré « On a cru à sa libération hier soir et là, on a ce sentiment d'avoir été mené en bateau ».
Et cette affaire, bon, il y a quelques semaines, Boualem Sansal a été, pas dire relâché, parce que bon, il a été transféré à un hôpital en Allemagne. C'est même avant, bien sûr, de rentrer à sa deuxième patrie, qui est la France. Et là, on a ce deuxième cas, Hafid Boutaleb, intéressante cette déclaration, ce verbatim du frère du journaliste français, parce qu'il parle de libération, c'est sentiment d'avoir été mené en bateau. C'est très confus. Oui, c'est le coup de massue pour la famille. On peut imaginer la terrible nouvelle, puisque 7 ans, c'est long. En appel, en plus. Donc, c'est quasiment acquis pour Christophe qu'il passera de longues années, sauf intervention du président de la République française, qui n'a pas été efficace dans le cas de Boualem Sansal. C'est l'Allemagne qui a libéré Boualem Sansal. Les pressions du président allemand, Frank-Walter Steinmeier. Et là, qui est-ce qu'encore une fois l'Allemagne va devoir aller sauver, aller à la rescousse d'un ressortissant français? C'est vrai que la France paye là, et c'est vraiment malheureux, à travers un innocent, un journaliste, elle paye son positionnement favorable à l'intégrité territoriale du Maroc. Donc c'est triste de voir les dirigeants en Algérie s'abaisser au point de punir des individus, des personnes, leur faire subir le courroux. Journaliste. Voilà. Encore une fois, un homme de lettres. Et alors, vous l'avez rappelé, Hafid Boutaleb, il a été condamné, Christophe Glaise, en première instance, le 29 juin, à 7 ans de prison pour apologie au terrorisme, possession de publications, abus de propagande nuisant à l'intérêt national. Et là, effectivement, en appel, cette sentence a été confirmée, donc 7 ans de prison. Alors, l'origine de l'affaire Soufiane Chahid, des contrats pour de reporters sous foot, Society, avec des dirigeants, et c'est là où ça commence à poser problème, et on parle d'apologie du terrorisme, possession de publication de propagande. C'est avec des dirigeants de la jeunesse sportive de Kabylie. Oui, c'est ça le fond du problème. Lui, c'est un journaliste foot. Il travaille pour un magazine qui s'appelle SoFoot. Il faisait un reportage sur les jeunesses sportives de Kabylie, qui est un très grand club kabyle. Et l'un des dirigeants avec lequel il était en contact est un membre du MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et ce mouvement a été classé organisation terroriste par le président Abdelmajid Tebboune. Donc là, on l'a attrapé par ça. Rappelons c'est un peu tiré par les cheveux. Oui, c'est très tiré par les cheveux parce que c'est un journaliste sportif, il écrit sur du foot. Enfin, je veux dire, il écrit sur le JSC, même sans être algérienne, en écoutant que les chansons de rap français. JSC, je crois que c'est un club aussi connu en France que le PSG. Je veux dire, c'est un club qui a une notoriété bien assise, au-delà des considérations et paranoïa politiques. Le MAK avait été accusé l'accusation de terrorisme du MAK, c'est, vous vous souvenez, ces incendies en Kabylie, mais jamais l'État algérien n'a fourni de preuves liant ces incendies qui pourraient avoir une raison totalement naturelle, tout à fait naturelle, au MAK. Il n'y a toujours pas de preuves directes. De toute façon, c'est pas le MAK, c'est le Maroc. Oui, exactement. C'était le MAK et le Maroc et Israël. Oui, voilà. Ils disent que le MAK est financé et soutenu par le Maroc, bien sûr, parce qu'il y a un Maroc derrière tout ce qui se passe de mal en Algérie. Et je rappelle que le MAK va annoncer l'indépendance de la Kabylie le 14 décembre. Donc ça met un peu sur les nerfs les autorités algériennes. On le laisse, ouais. Voilà. Donc le 14 décembre. Le 14 décembre, c'est ça. Et ce mouvement-là, c'est aussi quelque chose que Alger a tendance à classer comme organisation terroriste, mais aussi c'est-à-dire que c'est une région aussi complètement oubliée par l'État algérien, pas de développement. C'est-à-dire c'est les populations finalement des régions de Kabylie qui subissent aussi les taux de participation aux élections sont éloquents. C'est 0%, des fois 1%. Et d'ailleurs, personne ne vote en Kabylie. Hafid Boutaleb a rappelé les incendies en Kabylie qui avaient ravagé la région. Donc bien sûr, c'est une région qui
qui est marginalisé, qui a une spécificité culturelle très importante. Et on les traite toujours, on les voit toujours comme des traîtres, comme manipulés par l'étranger, que ce soit la France ou le Maroc. Alors, en parlant de la France, le président français est en Chine. Vous voulez réagir, Madame Oui, Ben Salam? juste par rapport à ce journaliste, Oui. juste préciser qu'il a été accusé d'avoir été en contact avec un dirigeant kabyle, mais c'est en 2015. C'est pas lors de son dernier voyage. C'est-à-dire qu'il est accusé d'avoir été en contact avec un monsieur avant même que le gouvernement algérien ne déclare le MAC comme organisation terroriste. C'est ça ce qui rend un petit peu le jugement loufoque. Voilà, et ces avocats sont en train de faire un excellent travail dans la mesure où ils essayent de faire sortir le dossier de cette dimension politique, d'essayer de rester juste dans une dimension juridique et technique. Mais là, on est aussi en train de voir que les journalistes payent très chèrement leur travail. Que pour eux, surtout les journalistes d'investigation, c'est pas un métier facile et puis souvent c'est au risque de leur propre vie. D'ailleurs, quand on parle d'échanges, c'est des échanges, en fait, c'est des messages sur WhatsApp. Oui. C'est ça, en fait, les contacts pour lesquels on l'accuse. Donc vraiment, c'est une accusation très, très bancale. Alors justement, on va attendre aussi ce que va faire l'État français, bien évidemment, juste après la sortie de... juste après que le tribunal se soit prononcé donc, en appel et confirmant la sentence de 7 ans, la diplomatie française a publié un communiqué qui, justement, fustige. Là, hier, lors d'une visite officielle en Chine, le président français Emmanuel Macron a exprimé, je cite, sa vive inquiétude face à la condamnation confirmée en appel de Christophe Glaise en Algérie. Donc, Macron qualifie d'excessif et d'injuste ce jugement. Est-ce que Macron peut encore quelque chose pour ce citoyen français, il faut le rappeler? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était l'Allemagne qui était intervenue pour le cas de Boualem Sansal. Macron a déjà montré patte blanche. C'est les Algériens qui ont souvent, les dirigeants algériens, tendance à systématiquement monter le seuil. On se souvient que Macron avait même fait interdire des passages médiatiques du dirigeant du MAC, Farhat Mahanni, en France, pour satisfaire le président Tebboune. Mais en échange, il ne reçoit rien de la part de l'Algérie. En contrepartie, il y a souvent zéro contrepartie. C'est ça le problème. On rappelle qu'en tant que Marocain, on reconnaît l'intégrité territoriale de l'Algérie, mais il y a un problème identitaire en Kabylie. Il n'y a aucun problème à le dire. Et il y a une spécificité culturelle qui ne sous-entend pas nécessairement de s'aligner avec les positions assez extrêmes du MAC, de vouloir réellement une rupture et une indépendance, mais de reconnaître qu'il y a une spécificité culturelle et un problème politique en Algérie, c'est reconnaître des faits. Ce n'est pas prendre parti. C'est la marginalisation aussi qui mène aussi à... Une population amazigh, rappelons-le, les Kabyles sont des amazirs. Voilà. Exactement. Alors, je parlais du président français en Chine. La Chine et la France doivent se tenir du bon côté de l'histoire et défendre le multilatéralisme. Dixit, le président chinois Xi Jinping. Un simple commentaire, parce que la déclaration de Xi Jinping porte en elle beaucoup de sens, car elle dit en fait « Rejoins-moi pour construire un monde multipolaire ». C'est paraphrasé. Alors, multilatéralisme, c'est faire référence à Donald Trump, qui lui n'est pas pour toutes les approches multilatérales, il a plutôt une approche unilatérale qui permet à l'Amérique, de par son poids, de peser plus. Et quand les pays se coalisent, effectivement, le multilatéralisme, c'est ça, ben, ça fait relativiser le poids des États-Unis. Donc Donald Trump est effectivement défenseur de l'unilatéralisme et Xi Jinping, dans une nation chinoise qui est le deuxième PIB du monde, deuxième puissance économique militaire du monde, a intérêt à étoffer ses relations diplomatiques pour faire face. Et associer Paris, vous pensez, comment interpréter la volonté de Pékin d'assurer ou plutôt d'associer Paris à sa vision multipolaire et de multilatéralisme? La France est une nation, rappelons-le, même s'il y a beaucoup de déclinologues dans ce pays, mais c'est une nation qui est d'abord la première nation ultramarine au monde, après les États-Unis, je crois, avec presque 12 millions de kilomètres carrés d'océan.
qui sont sous contrôle de la France, du fait de ces îles et de ces territoires ultramarins. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, ainsi de suite. C'est aussi un pays membre permanent des Nations Unies. C'est une puissance nucléaire, la seule puissance nucléaire du continent européen, ou plutôt de l'Union européenne. Donc la France est aussi le septième PIB mondial. C'est des attributs de puissance importants qui intéressent la Chine pour contrebalancer encore une fois la portée considérable de la puissance américaine. Mais vous pensez vraiment à une alliance stratégique entre entre Paris et Pékin? La France, déjà, comme l'a bien souligné mon collègue, c'est un acteur important de l'Union européenne. Et la Chine, elle est en train de vivre quand même un moment assez délicat dans son histoire, parce que c'est un grand pays qui est en train de s'imposer internationalement, mais c'est aussi un pays qui a des problèmes. Il y a au niveau de Taïwan, au niveau de l'influence des États-Unis. Dernièrement, ils ont eu aussi des soucis avec le Japon. Et même géostratégiquement, la question de la mer au niveau de la Chine, même si la Chine est un pays extrêmement, plus influent que les autres pays, mais c'est un pays qui n'a pas que des amis dans son environnement géostratégique. Et le président chinois est en train un petit peu de rassurer l'Europe et de leur dire « Venez construire avec moi un nouveau monde, ne vous mettez pas dans une position comme ce qu'ils font aussi avec la Russie. » Oui, mais c'est deux doctrines complètement opposées. Il ne faut pas... C'est-à-dire quand on voit la Chine avec Taïwan, l'Europe est en train de défendre l'Ukraine de la Russie. Donc, il y a un moment sur quel pied danser, on ne sait pas. C'est-à-dire même est-ce qu'on met de côté le géopolitique et les divergences pour peut-être, vous évoquiez tout à l'heure cette guerre commerciale avec les États-Unis, donc on veut faire front commun contre les États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Non, je ne pense pas que l'Union européenne fera front commun avec la Chine contre les États-Unis, mais peut-être qu'il appelle à jouer un rôle où il y a quand même un certain équilibre, de ne pas vraiment s'opposer ou de rajouter un petit peu de l'huile sur le feu, comme on dit, en rejoignant les Américains dans leur perspective. C'est ça, au fait, c'est de la diplomatie qu'il essaye de mener. Comment éviter que l'UE ne soit pas instrumentalisée par Pékin? Ça, c'est une grande question. Mais de toute façon, là, elle est instrumentalisée plutôt par les États-Unis. Parce que je pense que ce que veut Xi Jinping, c'est plutôt... Ce n'est pas une Europe alliée de la Chine, mais plutôt une Europe neutre dans ses rapports internationaux. Et on voit très bien que Trump, ce n'est pas vraiment le plus grand allié de l'Union européenne. Il a vraiment tendance plutôt à les pousser dehors et à les marginaliser. On l'a vu avec les droits de douane, qui ont été très, très durs pour les exportations de l'Union européenne. Il y a aussi la question de l'OTAN, parce que Trump ne croit pas vraiment beaucoup à l'OTAN. Il reproche aux autres de ne pas dépenser assez dans leur armement et de se cacher derrière le parapluie américain. Donc, vraiment, je pense que l'Europe devrait, ce n'est pas pour leur donner des conseils, mais devrait vraiment aller dans une approche plutôt multilatérale et de voir un peu s'il y a des opportunités avec la Chine, avec la Russie et autres. Qu'est-ce qu'ils ont à offrir à la Chine, justement? Et c'est une Union européenne. Un grand marché. Un grand marché. Oui. Ouais, le premier marché du monde. Rappelons-le, l'Union européenne, c'est le premier marché au monde. Les Chinois aussi. Devant les États-Unis. Les États-Unis aussi. Oui, non, mais ça dépasse les États-Unis. L'Union européenne dépasse en termes de PIB agrégé et même de PIB agrégé et de population, il dépasse les États-Unis. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que ça peut être aussi, la France, une fenêtre d'influence en Europe pour Pékin? C'est pas la seule, mais c'est une fenêtre. Ok. Il y a l'Allemagne aussi. En fait, juste disons, oui, les Chinois consolident leur voisinage avec cette organisation de coopération de Shanghai, avec avoir réussi le rapprochement avec l'Inde. Chine-Inde, un rapprochement parrainé par la Russie. On sait qu'en ce moment, Vladimir Poutine est en déplacement en Inde, démontrant clairement que la politique d'isolement poursuivie par l'Europe contre la Russie ne fonctionne pas. Et donc, c'est ça ce que cherche la Chine, renforcer son camp et affaiblir, fragiliser les alliés et l'ossature
diplomatique autour des États-Unis. Occidentale, non? Occidentale, parce que là, en parlant de multipolarité, on commence vraiment à se poser la question qui est aujourd'hui occidentale, pro-occidentale, pro-orientale. Alors, il y a un exemple vraiment très concret de cette lutte d'influence en dehors des territoires, que ce soit chinois ou américains, et c'est vraiment un cas d'école. C'est cet accord RDC-Rwanda sous médiation américaine. Donc les Américains, depuis quelques mois, tentent d'apaiser la crise explosive entre Kigali et Kinshasa, mais à l'issue de cette rencontre hier avec le président américain, les deux chefs d'État, que ce soit Paul Kagame ou Tshisekedi, ont clairement montré leur scepticisme par rapport à ce que Donald Trump appelle un miracle. Alors pour Kagame, ça va être des hauts et des bas. Pour Tshisekedi, c'est un début d'un nouveau chemin. Tandis que Trump applaudit que les accords, ce qu'il appelle les accords de Washington, vont changer l'équation sur le terrain. Vont-ils, ces accords de Washington, réellement changer l'équation sur le terrain entre ces deux voisins où il y a beaucoup d'électricité dans l'air? Oui, de toute façon, là, on revoit le rôle de Trump qui est en train de peaufiner son image de peacemaker, c'est-à-dire quand il arrive, c'est la paix, il arrive à arranger des choses que ni l'ONU, ni l'Union africaine, ni aucun pays n'arrive à arranger, bien sûr, à coup de... en s'imposant comme puissance, mais est-ce que l'accord va être efficace? Là, bien sûr, il y a des interrogations qui se soulèvent, surtout qu'au moment de signer l'accord, il y avait des combats sur le terrain. Donc, exact. Et le conflit... C'est comme à Gaza, on en avait parlé sur ce même plateau. Voilà. Pas d'accord de paix, mais il y avait encore les frappes israéliennes sur Gaza. Même la situation, elle est toujours aussi catastrophique à Gaza. Et donc là, on a aussi un accord qui... le conflit est très complexe, ce n'est pas un conflit qu'on arrangera juste avec un accord. Il y a eu plusieurs tentatives qui n'ont pas marché pour pouvoir arranger les choses. Il y a plusieurs millions de morts. Il y a même plusieurs groupes qui sont impliqués dans le conflit et qui ne relèvent d'aucun des deux États qui sont signataires. Donc je vois mal comment sur le terrain les choses vont devoir se faire. Par contre, il y a un accord... entre les États-Unis et la République démocratique du Congo pour les terreurs rares. Oui. Donc ça peut motiver les États-Unis aussi pour s'impliquer davantage. Mais est-ce que ça arrangera les choses? Non, parce que c'est un conflit qui remonte quand même depuis 30 ans, depuis le génocide rwandais. On avait accusé certains qui avaient commis le génocide de se réfugier au Congo. Et puis, on accuse aussi le Congo de marginaliser aussi l'autre ethnie qui a été victime. Sur une région qui est très riche en matériaux critiques. Voilà. Minerais critiques, hydrocarbures, tout, vraiment, forêt. C'est vraiment, la RDC, c'est le pays le plus riche au monde. Mais surtout cette région-là. Et rappelons que, si vous vous souvenez, le maréchal Mobutu, qui a dirigé ce pays pendant presque 4 décennies, avait été chassé par une armée qui provenait de l'Est. Et cette armée était une armée composée en partie de Tutsis. Et c'est à partir de ce moment-là, puisque, comme vous l'avez rappelé, professeur Ben Salem, effectivement, les génocidaires s'étaient réfugiés en RDC. Et donc, l'armée de Paul Kagame les avait poursuivis jusqu'en RDC, ensuite était descendue par le leadership de Joseph Kabila pour détrôner donc, Joseph Mobutu. Et ça avait, à ce moment-là, enclenché cette suite de combats, de conflits qui font qu'aujourd'hui, la région du Kivu, la région des Grands Lacs, qu'on appelle la région des Grands Lacs, qui est au cœur de l'Afrique, détient le triste record du conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec presque 6 millions de morts. On s'imagine, c'est énorme. D'où viennent les armes? Pourquoi il y a autant de conflits sur une terre aussi riche? Et Mobutu, je le rappelle, qui est enterré à Rabat. Oui, c'est pour ça que, si vous permettez, je voulais rebondir sur ce conflit, parce que on parlait de Mobutu qui s'est réfugié à Rabat après avoir été chassé du pouvoir, parce que la République démocratique du Congo est un pays très stratégique pour le Maroc. Et on est
On est d'ailleurs concerné par ce conflit parce qu'à l'heure où on parle, il y a plus de 850 soldats qui sont des casques bleus marocains qui sont au Congo. Et il y a malheureusement des décès là-bas de soldats marocains qui perdent leur vie pour défendre les populations locales. Donc, il faut le rappeler, il faut les saluer. Et rappelons aussi que la première intervention des forces armées royales à l'extérieur de nos frontières remonte à après l'indépendance, 1960 avec l'opération du Chabat, je pense. Non, Chabat, c'est 79. Ouais. C'était, je pense, c'était dans le Kasaï ou dans le sud-ouest du nouvel État nouvellement indépendant qui était la République du Congo, qui deviendra plus tard le Zaïre, effectivement. Ouais. On va finir par cette déclaration de Donald Trump. Aucun problème à diffuser les frappes contre les bateaux de narcotrafic. Nous avons presque totalement stoppé les trafics par mer. Maintenant, nous allons les arrêter par terre aussi. Dixit, le président américain Donald Trump. Est-ce suffisant pour dissuader les cartels ? D'abord, quel est le but de ce que fait Trump, hein, parce que là, on est vraiment, l'ONU a dit qu'il y a des éléments de violation de droit international, même de crimes de guerre, parce qu'il y a eu la diffusion de vidéos où il y a eu 2 frappes sur un bateau et l'ONU a considéré ça comme des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire qu'on exécute les gens. D'ailleurs, le secrétaire d'État de la Défense américaine, il est vraiment sous les feux à cause de cette politique. Et puis, c'est vraiment l'impérialisme américain. Le Venezuela accuse les États-Unis de convoiter sa richesse pétrolière, parce que c'est la plus grande réserve pétrolière au monde. Il l'accuse de revenir à la colonisation, mais vraiment, c'est une ingérence. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est une ingérence d'un pays dans les affaires d'un autre pays. Et là, on sait que Donald Trump, il a demandé à Maduro de démissionner et de partir dans une semaine. C'est inimaginable qu'après tant d'années, on est en train de revoir ça en Amérique latine. Ça rappelle aussi l'histoire ancienne, hein, l'intervention des États-Unis et des industries américaines en Amérique latine et les catastrophes qu'elles avaient engendrées. Alors, je vous fais part d'une anecdote. J'étais au Brésil récemment dans le cadre de la COP30 pour la couverture de cet événement et j'ai échangé avec un militant politisé brésilien sur ce. Alors j'ai remarqué déjà que le Venezuela est très présent dans l'esprit des Brésiliens. Pour ceux qui sont plutôt de l'opposition, plutôt de droite, contre Lula, qui pensent que Lula da Silva planifie de transformer, c'est un peu marrant, planifie de transformer le Brésil en un Venezuela géant. Et puis de l'autre côté, effectivement, ceux qui m'ont fait part, et ce militant m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué, il m'a dit « Le Venezuela, ce sera l'équivalent pour nous de l'Irak, de ce qu'a été l'Irak pour vous. Et Maduro, ce sera l'équivalent de ce qu'a été Saddam Hussein pour vous. » Voilà, c'était... Toute proportion gardée. Toute proportion gardée, non, mais oui. je trouve qu'il y a un parallélisme intéressant parce qu'on se souvient que la guerre contre l'Irak en 1991 a redistribué les cartes. C'était au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Elle a montré la portée de puissance de l'Amérique, qui pouvait aller très au-delà de ses frontières. Et aujourd'hui, peut-être que on referme cette parenthèse avec, s'il y a cette escalade ou même guerre au Venezuela, c'est l'Amérique qui se recentre sur son voisinage immédiat pour, encore une fois, comme ce que je vous l'ai dit par rapport à la Chine, consolider son voisinage, assurer sa puissance et sa force au pays du Sud. Là, voilà, la doctrine Monroe, le Big Stick, revenir à cette base et fermer la parenthèse donc, de cette superpuissance américaine transcontinentale qu'on a connue depuis les 30 dernières années. Soufiane Chaïd, un mot de la fin. Là, il dit... Il veut faire croire qu'il s'attaque au narcotrafic, mais pourquoi le Venezuela? S'il s'attaque au narcotrafic, c'est plutôt la Colombie et c'est d'autres pays, l'Équateur, etc. Donc, on voit clairement que l'ambition de Trump, c'est un regime change, alors qu'il a été élu justement pour son isolationnisme, parce qu'il disait que les États-Unis n'avaient pas à être le gendarme du monde et à intervenir partout. Là, il est en train de revenir à, comme vous avez dit, doctrine Monroe, qui est que... disons, l'Amérique du Sud et l'arrière-terrain des États-Unis. Donc, on verra comment ça va se passer, mais Venezuela, c'est un grand pays avec beaucoup de population.
ça ne sera pas Avec un appui chinois. avec un appui Voilà, il y a chinois une et influence russe. chinoise. Et effectivement. une présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui n'acceptera pas de se laisser faire aussi facilement et de voir l'Amérique aller. Et puis aussi le président du Brésil. L'avenir nous le dira. Oui, l'avenir nous le dira. Sur le Mexique et sur le Canada. Parce qu'il y a cette histoire aussi de tarifs, hein, de douane. Merci beaucoup encore une fois. Merci Hafez Boutaleb. Merci à vous également. Tout le professeur plaisir. Bensalem. Merci Soufiane Chahid. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode du débrief. Très bonne soirée, excellent week-end à tous.